Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que la politique de l'enfant de la Ville de Montréal n'a pas bénéficié d'une vaste consultation, bien au contraire. Et si je la compare à la politique sur le stationnement, mettons qu'elle a soulevé beaucoup de passion et on a rencontré tous les maires. Cela dit, je remercie la personne qui a écrit la politique de l'enfant de Montréal. Alors, une politique voulant s'inscrire au sein de municipalités amies des enfants ne sont que des mots, toutefois précurseurs d'une plus grande réflexion qui devront se traduire par des gestes concrets. Alors, plusieurs élus n'ont pas reçu l'invitation au lancement de cette politique, alors je vais à tout le moins la commenter. La Ville de Montréal a déjà posé des gestes sur l'enfance. Je pense, entre autres, aux nombreux projets de Je fais Montréal, directement reliés à l'éducation et aux jeunes. Je pense aussi au chantier de concertation C'est Montréal, qui vise aussi l'enfance et la jeunesse. C'est un chantier qui a été bien approuvé, mais qui a toutefois pas encore commencé ses travaux. Je ne peux pas passer sous silence non plus tous nos nombreux partenaires montréalais travaillant avec nos enfants et nos familles, souvent dans des conditions financières, pour ne pas dire aussi dans du parc immobilier déplorable. Puis, il y a l'école et les services de garde où nos enfants y passent beaucoup d'heures. Je salue d'ailleurs le fait que les commissions scolaires ont été invitées au lancement, Monsieur le maire. Somme toute, si on parle de 300 000 enfants de 0 à 17 ans, ce qui équivaut à peu près à une cinquantaine de mille de parents. Alors, à travers les 5 axes décrits dans cette politique, j'aimerais vous parler des grands défis qui seront, espérons-le, abordés dans le plan d'action à venir. Alors, l'axe 1, sécurité, l'accessibilité des environnements urbains, nos parcs, nos rues, nos artères, nos pistes cyclables et ruelles doivent être conçues, aménagées de manière sécuritaire et ce, comme nous l'avons vu tout récemment, pour les ruelles, ce n'est pas encore au point et il faut persister. L'utilisation des écoles, souvent fermées pour l'été, devrait être accessible pour différentes activités familiales. Montréal Métropole aura peut-être un jour un rôle actif à y jouer en partage avec notre parc immobilier. La saine alimentation, l'axe 2, et la sécurité alimentaire. Tous les enseignants vous diront connaître des enfants qui ne mangent pas le midi et qui sont laissés à eux-mêmes sans service de garde, surtout en fin de mois. Les parents sont au travail. Certains pays offrent des repas gratuits à tous les élèves. Nous le faisons en petite enfance, mais hélas, tout s'arrête au primaire. Voilà un défi économique auquel nous devons nous attarder. Je sais que plusieurs projets de cuisine collective existent dans nos arrondissements, de même que le futur Conseil des politiques alimentaires dont parlait mon collègue ce matin à venir. Le défi sera, à mon avis, de les rendre universels. L'axe 3, la persévérance scolaire et la réussite éducative. Depuis le temps qu'on en parle, j'ai parfois l'impression qu'on recule. Tout le monde s'entend pour dire que la persévérance commence à la petite enfance, que c'est un investissement, puis souvent c'est chiffré, mais on coupe dans les CPE, dans les écoles, dans les centres jeunesse, dans les services de soutien. Le seul secteur où ça va bien pour les écoles, c'est au privé, financé à environ 60 % par mes impôts, par nos impôts. Ce n'est pas le seul défi, mais il est majeur et incontournable pour le plan d'action. Je sais qu'il y a des beaux projets en persévérance et en réussite. Il faudra coordonner tout ça, faire en sorte que ces projets soient un service de base offert à tous. L'accès à la culture, au sport et aux loisirs. À l'intérieur des grandes villes, le transport jaune est gratuit pour tous les élèves se rendant à l'école. Et nous, nos élèves doivent payer 49,25 $ par enfant. À l'intérieur du budget annoncé de 5 millions, il y aura des titres gratuits offerts dans certaines écoles défavorisées. C'est un début.
La gratuité au transport en commun pour les étudiants permettrait sans aucun doute d'offrir plus d'accès à la culture, notamment. Car, disons-le, ce n'est pas l'offre qui manque, mais l'argent. Souvent, les écoles n'ont même pas les moyens de payer le transport des élèves. Plusieurs projets sont magnifiques, mais en général payants. Les sports ne devra pas être seulement événementiels. On est vraiment bon là-dedans, on entend parler beaucoup. Ça fait partie là, des choses de l'été, des choses du printemps, mais ce n'est pas donné, hein, s'inscrire à ces choses-là. Donc, moi, j'aimerais que les sports soient quotidiens. C'est simple. À l'école, 30 minutes par jour au primaire, 60 minutes au secondaire, obligatoire, comme dans plusieurs écoles privées. Point final. C'est simple, la modification entraînerait leurs parents à bouger plus. Car il ne faut pas oublier que les enfants qui bougent, c'est parce que leurs parents bougent. L'enfant faisant de l'activité physique tous les jours créera un effet d'entraînement pour les parents. En général, ce sont toujours les mêmes. Les familles et la communauté, le dernier axe, il faut développer plus de liens entre l'école, les arrondissements et la ville-centre. Ce n'est pas facile. On travaille beaucoup autour de l'école. C'est là que ça se passe, dans l'école. Je souligne l'initiative de notre président qui rend hommage aux persévérants. C'est la 2e année. Pour des parents, c'était la première fois et encore plus pour les enfants qui venaient à l'hôtel de ville. Parce que quand on visite, c'est le prof qui aime ça qui visite. Ce n'est pas systématique. Donc, c'est important que ça le soit. Alors, Montréal Métropole nous donnera peut-être plus d'outils à cet égard. Les organismes communautaires et les écoles publiques sont très actifs. Il y a de la vie dans nos milieux. Nous sommes intégrateurs, accueillants, et nous sommes chanceux de profiter de cette diversité. Pour conserver nos familles, nous devons rendre le logement accessible, contrer la pauvreté en augmentant le salaire minimum, car comme cité dans la présente politique, le faible revenu de plusieurs familles est une réalité importante au sein de notre ville. C'est inacceptable. La suite des choses sera importante, même vitale pour l'avenir de Montréal. À ce propos, dans le domaine décisionnel, on parle de la version courte de la politique. Pouvons-nous avoir la version longue? J'ai lu ça en bas de page. De plus, aucune date n'est mentionnée concernant le plan d'action. Alors, je me demandais quand. Et je me demandais aussi quel sera le rôle du commissaire à l'enfance. Pour ma part, une Bible sur la famille et les enfants qui demeure encore très pertinente, c'est le rapport du groupe de travail pour les jeunes présidé par Camille Bouchard, un Québec fou de ses enfants, présenté au ministère de la Santé et des Services sociaux en 1991. Nous devrions nous en inspirer. Et en terminant, permettez-moi de vous citer la toute fin de ce rapport de 1991. Vous constaterez à la lecture de ce rapport que cette mission passe par des actions qui demandent souvent des changements importants dans notre façon d'envisager les problèmes et leurs solutions. Notamment, nous sommes convaincus, avec recherche à l'appui, qu'il nous faut réduire la pauvreté des jeunes familles et des familles monoparentales féminines si nous voulons, dès maintenant, rétrécir la marge des risques dans laquelle sont stationnés des milliers de nos enfants. Ces enfants partent perdants, et leurs parents aussi. Il leur en coûte des échecs, des humiliations et des futurs bloqués. Il nous en coûte des angoisses, des découragements, des peines et des fortunes. La pauvreté est une hypothèque que nous n'avons pas les moyens de rembourser. Après 25 ans, le plan d'action ne pourrait-il pas se transformer en forum réunissant toutes les forces vives de Montréal? Sinon, ce plan d'action pourra-t-il bénéficier à tout le moins d'une large consultation? Souhaitons-le. Merci.